Je, je vais donc laisser la parole directement maintenant à Eric et à Zoé, qui vont aborder la question du plaidoyer, enfin, on a appelé ça le plaidoyer pour le droit d'asile en Europe, qui fait tout à fait écho aussi à ce qu'on a entendu hier après le film Que m'est-il permis d'espérer et le débat que nous avons eu avec les réalisateurs du film. Donc, Eric et Zoé, bah, je vous laisse la parole. Merci Laurence. Donc voilà, on va vous présenter le rapport sur lequel, comme je le disais hier, en fait, on travaille depuis près d'un an et demi maintenant. Le but de la présentation, c'est pas vraiment de détailler le rapport qui est assez long, assez technique et dont on n'est pas encore certain de la version définitive, puisque bon, il s'est passé un certain nombre de choses. Mais surtout, c'est vous permettre d'avoir une compréhension de quels sont les points qu'on a choisi de traiter dans ce rapport, pourquoi on le fait et qu'est-ce qui ressort de cette étude. Donc voilà et oui, je pense donc on va faire comme ça, Zoé va vous faire une présentation avec un PowerPoint, de 10-15 minutes et après, bah, on échange, sur, les questions que vous pouvez avoir, les remarques sur les points qui figurent, sur peut-être certains qui ne figurent pas. Donc voilà, c'est l'occasion de parler de ce rapport, tout en gardant à l'esprit que donc il n'est pas encore sorti, ce qui veut dire que pour l'instant, on ne communique pas dessus, ni sur son contenu. Donc il est important que c'est des discussions qui sont pour l'instant en interne et qui ont pas vocation à aller au-delà tant qu'on n'a pas, défini notre stratégie, de sortie du rapport et de plaidoyer qui va l'accompagner. Donc voilà, maintenant je laisse, Zoé, vous dévoiler, ce travail. Merci Eric, bonjour. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Il n'y a Oui, pas de très bien. problème. Ok, super. Peut-être juste un Mhm. dernier mot que j'ai pas, dit, mais parce que je prends jamais de notes et c'est pour ça que j'ai oublié. Zoé donc nous a rejoint récemment et donc c'est aussi l'occasion pour vous de la rencontrer virtuellement et de la découvrir, c'est quelqu'un, je pense, dont vous entendrez parler à nouveau, prochainement. Pardon pour pas l'avoir fait avant. Merci Eric. Du coup, bonjour tout le monde. Je suis assistante à la coordination plaidoyer au sein de la CATS depuis maintenant un mois. Et donc, je vais vous présenter rapidement le rapport dont Eric vient de parler avant de passer aux questions-réponses. Donc, c'est un rapport qui est centré sur la question du traitement qui est réservé aux demandeurs d'asile sur le sol européen. Et tout le monde voit le partage d'écran, vous voyez bien le PowerPoint, ok, parfait. Et donc du coup, on a voulu, alors j'essaie de faire avancer, voilà. On a voulu commencer par vous présenter les éléments de contexte euh, du rapport. Donc tout d'abord, c'est un rapport qui se base d'abord et avant tout sur le droit d'asile, qui est un droit humain fondamental inscrit dans plusieurs textes, dont notamment la Convention de Genève de 1951, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc, du coup, c'est vraiment un rapport qui va se baser sur ce droit internationalement reconnu et qui va également se baser sur les directives que sont les directives accueil, procédure et qualification. Donc, je les mentionne, même si c'est un peu technique, mais je les mentionne parce qu'elles vont vraiment revenir à plusieurs reprises dans la présentation et dans le rapport. Et du coup, c'est un rapport qui traite de la question du droit d'asile et de la situation des demandeurs d'asile en Europe. Donc, c'était aussi important d'introduire le contexte européen et la situation des demandeurs d'asile en Europe actuellement. Donc, on voit qu'actuellement, il y a un travail de refonte des directives qui est en cours, mais ça dure depuis plusieurs années. Et pour l'instant, ça n'a pas encore abouti. Et tout ça s'est fait dans un contexte de discours de plus en plus sécuritaire et une véritable dynamique de dissuasion qui a lieu dans les pays de l'Union européenne, avec une multiplication des mesures dérogatoires au droit européen. Au niveau des États membres,
on voit qu'il y a de plus en plus de réformes qui sont en train d'être mises en place et qui ont été mises en place ces dernières années afin de restreindre le droit d'asile, mais également le droit des étrangers. Donc là, on a donné quelques chiffres. Par exemple, en France, il y a eu 17 réformes depuis 1980. Donc, du coup, le résultat de ce contexte, c'est qu'on se retrouve dans une situation d'inertie sur le plan législatif européen et, dans un contexte où le droit d'asile commence à être de plus en plus remis en cause. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce rapport. Ensuite, donc, je vais parler de la question de la démarche qui a été adoptée et de la méthodologie qui a été choisie pour ce rapport. D'abord, c'est un rapport qui traite de l'espace qui est l'Union européenne et qui se concentre sur 8 pays. Les pays sont l'Allemagne, la Belgique, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas et la Suède. Et donc, il y a des exemples et des comparaisons des pratiques qui sont faites dans l'ensemble de ces 8 pays. Et du coup, c'est un rapport qui traite donc de l'introduction d'une demande de protection internationale, donc demande d'asile ou protection subsidiaire principalement, dans l'État membre qui est responsable de la demande d'asile. Donc du coup, ça exclut par exemple les procédures Dublin. Et le rapport, il aborde plusieurs thématiques. La thématique de l'accueil des demandeurs d'asile, des garanties procédurales qui sont assurées et l'examen de la demande d'asile sur le fond. Forcément, certaines thématiques ont dû être exclues du rapport. Donc, toutes les procédures qui sont liées à la frontière, la procédure Dublin, comme je l'ai expliqué, et les procédures qui visent les mineurs non accompagnés. L'objectif de ce rapport, il y en a trois. Il y a trois principaux objectifs. C'est tout d'abord d'expliquer quel est le droit applicable actuellement en Europe, quel est l'état de ce droit, d'identifier ensuite les bonnes pratiques, parce qu'en fait, les directives européennes permettent aux États de mettre en place des normes qui sont plus favorables. Donc, il y a certains États qui mettent en place pour certains points des normes qui sont plus favorables. Et donc, c'est d'identifier ces bonnes pratiques-là pour servir d'exemple pour les autres États membres. Et bien évidemment, d'identifier également les défaillances qu'il peut y avoir par rapport au traitement des demandeurs d'asile et au droit d'asile de manière plus générale. Ce qu'on observe, c'est que les défaillances, elles sont liées principalement à deux facteurs. Soit le fait que les dispositions du droit européen, elles sont pas assez précises, ce qui fait qu'il y a une trop large marge de manœuvre qui est laissée aux États membres dans l'application du droit. Ou alors, ce sont des défaillances qui sont liées tout bonnement à des pratiques qui violent de manière manifeste le droit européen. Donc, ce qui va être du coup les trois principales demandes qui découlent de ce travail et de ce rapport, c'est l'alignement des mesures sur les exigences du droit européen dans les cas où il y a des pratiques qui sont non conformes à ce droit-là, et la mise en place donc de mécanismes de contrôle qui soient avec des mécanismes de contrôle qui soient plus développés et plus nombreux. On va demander également à ce que le droit européen soit précisé, soit plus précis pour que les États aient des obligations qui soient renforcées et une marge de manœuvre plus restreinte, et de pouvoir mettre en avant les bonnes pratiques pour qu'elles puissent inspirer les autres États pour essayer d'avoir une meilleure cohérence des politiques européennes. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite. Mais on a pas mal de choses à voir. Donc, ensuite, je vais passer sur les éléments qui sont étudiés dans le rapport. Donc, on a deux éléments principaux qui sont étudiés. Il y a la question de l'accueil des personnes qui veulent demander une protection internationale et la question du traitement de cette demande de protection. Donc, tout d'abord, par rapport à l'accueil, ce
qui est important de mettre en avant, c'est le fait que les conditions minimales communes d'accueil, ça c'est un droit qui conditionne la bonne formulation d'une demande d'asile. Donc, que les demandeurs d'asile aient des bonnes conditions d'accueil, c'est un droit et c'est pas quelque chose qui relève de la générosité des États membres. Et on retrouve ces éléments dans la directive accueil. La directive accueil qui demande aux États à ce qu'il y ait une égalité de traitement, qui demande à ce qu'il y ait des normes qui garantissent un niveau de vie et des conditions de vie qui soient dignes. La directive accueil demande également à ce que la détention reste exceptionnelle et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité. Et enfin, à ce qu'une attention particulière soit portée aux personnes vulnérables. Donc, le problème, c'est qu'en fait, on constate qu'il y a une hétérogénéité assez importante des pratiques qui concernent l'accueil des personnes qui demandent une protection internationale, avec le contenu des conditions matérielles d'accueil qui varie de manière assez importante d'un pays à l'autre. Et donc, du coup, on remarque qu'il y a une hétérogénéité des pratiques dans le contenu même des conditions matérielles d'accueil d'un pays européen à l'autre et dans leur mise en œuvre. Donc, on n'a aucun consensus sur ce que comprennent concrètement les conditions matérielles d'accueil. Et en fait, ça vient du fait que le droit européen, encore une fois, n'est pas assez précis et donc n'impose pas aux États de manière assez précise des conditions matérielles d'accueil. Ce qui laisse aux États une marge d'appréciation assez importante et ce qui fait qu'on a autant d'hétérogénéité dans le contenu des conditions matérielles d'accueil. Donc, du coup, on se retrouve avec énormément de demandeurs d'asile qui vivent dans des conditions indignes et non propices à la bonne formulation de leur demande d'asile. On voit notamment qu'il y a un sous-dimensionnement de l'accueil, notamment un sous-dimensionnement du budget des allocations financières et au niveau du budget de l'hébergement. Et ce qui, bien évidemment, enfreint le principe de dignité. Donc, ce qu'on a pu observer dans l'étude, c'est qu'il y a de plus en plus une prise en charge à moindre coût qui est effectuée par les États. Donc, on a de plus en plus d'hébergements temporaires d'urgence, notamment en France, par exemple, avec l'utilisation accrue du 115. Et on a des offres de prestations au rabais, notamment avec une primauté de l'hébergement collectif. Et finalement, assez peu d'hébergements individuels qui sont plus propices à l'autonomisation des demandeurs d'asile. Par ailleurs, on voit qu'au travers de l'hébergement, en fait, le système d'hébergement est de plus en plus pensé et structuré à des fins utilitaires, avec vraiment une logique de tri des demandeurs d'asile et une logique de contrôle de ces demandeurs d'asile, notamment un contrôle pour pouvoir, dans le cas d'un refus de leur demande d'asile, les renvoyer dans leur pays d'origine. Par ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus de dispositifs qui sont mis en place pour restreindre et priver de liberté les demandeurs d'asile. Donc, on a par exemple des cas d'assignation à une région ou à un centre d'hébergement. Et on a également de plus en plus d'enfermement comme mesure de contrôle. Donc, notamment, voilà. Donc, du coup, pour conclure sur l'accueil, donc sur la partie de l'accueil des demandeurs et des demandeuses d'asile, on a une exclusion croissante des demandeurs d'asile d'un accueil digne. On a de plus en plus d'inégalités de traitement, notamment entre les différents demandeurs d'asile. On a une hétérogénéité des pratiques au sein de l'Union européenne et entre les États membres. Et on a en fait, on a un nivellement vers le bas, on a une convergence des pratiques sur les dispositions les moins favorables. Et donc, face à ce désengagement de l'État, ce qu'on observe, c'est que du coup, c'est la société civile qui fait face à ce désengagement de l'État, et notamment les associations, les églises, qui du coup prennent un rôle qui est prépondérant dans l'accueil et l'intégration des demandeurs d'asile, alors que ça devrait être le rôle de l'État, notamment sur les questions d'hébergement. Donc maintenant, on va passer à la partie sur le traitement de la demande d'asile.
Hop. Donc, du coup, le traitement de la demande d'asile, c'est principalement, on retrouve les obligations principalement dans la directive procédure. Et en fait, la directive procédure impose que l'enregistrement de la demande d'asile doit être fait dans un délai de 3 jours et de manière exceptionnelle dans un délai de 10 jours. Or, ce qu'on voit dans les faits, c'est qu'en pratique, les durées d'enregistrement de la demande d'asile vont bien au-delà de ce délai légal. Il y a quelqu'un qui a fait un partage d'écran, je crois. Refaites un partage d'écran, ça va lui reprendre le partage d'écran automatiquement. Ok. Ne touchez à rien. S'il vous plaît. C'est bon? C'est bon, oui, vas-y. Ok, super. Donc, du coup, on voit que les durées d'enregistrement vont bien au-delà de ce délai légal. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que c'est avec l'enregistrement d'une demande d'asile, c'est à partir du moment où on obtient le statut de demandeur d'asile qu'on peut avoir accès aux conditions matérielles d'accueil. Donc, ce qu'on observe, c'est que les durées d'enregistrement, elles vont bien au-delà du délai légal. On observe également de plus en plus des cas où la procédure d'accès à la demande d'asile a été suspendue. Ça a notamment été le cas en raison de la pandémie de la Covid. Et donc ça, c'est de plus en plus répandu et de plus en plus commun. Donc ça, c'était pour l'entrave à l'accès à l'enregistrement de la demande d'asile. Ensuite, on remarque également qu'il y a des entraves à l'examen de la demande d'asile sur le fond. Ces entraves-là, elles sont liées principalement à 2 concepts, les concepts de pays tiers sûrs et les concepts de pays d'origine sûrs. On pourra revenir sur ces concepts après au moment des questions. Mais le pays tiers sûr, en fait, c'est prévu par la directive procédure. Et c'est en fait un concept qui permet de transférer un demandeur de protection internationale vers un pays tiers, qui n'est pas son pays d'origine, qui est en dehors de l'Union européenne, et de charger ce pays-là d'examiner sa demande d'asile et de fournir une protection dans le cas où cette personne relève de l'asile. Ça implique que certaines conditions soient remplies. Il doit y avoir un lien entre le demandeur et le pays tiers. Le pays doit être sûr, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de risque de persécution ou d'atteinte grave, mais également qu'il ne doit pas y avoir de risque de renvoi vers le pays d'origine dans le cas où la personne serait à risque de subir des traitements inhumains et dégradants et des actes de torture. Et le demandeur doit pouvoir solliciter l'asile et bénéficier d'une protection. Le problème, c'est que dans les faits, le concept de pays tiers sûr, il est utilisé de manière très extensive et pas de la même façon d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, la définition du lien entre le demandeur et le pays tiers va pas être pareille en fonction des différents pays de l'Union européenne. Ensuite, il y a un autre concept qui est le concept du pays d'origine sûr, qui est également inscrit dans la directive procédure, qui pose le principe selon lequel certains pays sont sûrs pour le demandeur parce qu'il n'existerait pas de violation grave des droits humains. Ce qui veut dire que les États mettent en place des listes de pays dans lesquels ils estiment qu'il n'y a pas de violation grave des droits humains et donc que ce pays est considéré comme un pays d'origine sûre. Et dans le cas où une personne, un demandeur d'asile, vient d'un de ces pays d'origine sûre, sa demande d'asile sera traitée de manière accélérée et il y aura une perte du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Donc, les conséquences le fait de venir d'un pays d'origine sûr en tant que demandeur d'asile, ça a des conséquences très importantes sur le traitement de la demande d'asile. Donc là, on observe un véritable traitement différencié selon la nationalité. Par ailleurs, le rapport met en avant des problèmes au niveau des garanties procédurales qui sont de moins en moins importantes. Donc, on a une accélération de la procédure et des délais de recours qui sont raccourcis. On a une assistance juridique qui est très hétérogène également d'un pays de l'Union européenne à l'autre. Dans certains pays, on va avoir un droit à l'aide juridictionnelle qui va être ouvert dès le début de la procédure, alors que dans d'autres,
il va falloir attendre le moment du recours pour pouvoir avoir accès à un avocat et à l'aide juridictionnelle. Par ailleurs, ces garanties procédurales sont problématiques également au niveau du droit au juge. Par exemple, il y a beaucoup de pays qui, pour la procédure de recours, ont opté pour une procédure qui est entièrement écrite sans aucune audience. Donc, le demandeur d'asile ne passe pas devant le juge, n'a aucun accès au juge. Et on observe aussi d'autres éléments, comme par exemple le recours de plus en plus important à la vidéo-audience, alors qu'on sait très bien que ça garantit beaucoup moins les droits des demandeurs d'asile. Et il y a également un élément qui est extrêmement inquiétant, c'est la menace du droit au maintien jusqu'à l'examen définitif de la demande d'asile. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile qui sont renvoyés dans leur pays d'origine avant que l'examen de leur demande d'asile soit définitivement terminé, donc quand leur recours est encore en cours. Par ailleurs, on observe également, mais ça c'est un peu plus des détails, on rentre un peu plus dans le détail, mais on observe que quand le demandeur d'asile relate son récit, explique son récit, on a une charge de la preuve qui est excessive du côté du demandeur d'asile et on a des critères d'évaluation de la crédibilité qui sont extrêmement importants et qui sont assez difficiles qui sont assez difficiles à identifier. Donc, notamment, voilà, ils vont se baser sur le manque de précision, sur des incohérences, sur la vraisemblance du récit. Donc, voilà. Ce qu'on observe également au niveau du traitement de la demande d'asile en Europe, c'est que la protection, c'est ce qu'on appelle une protection à géométrie variable au travers de l'Union européenne. Tout d'abord, on voit qu'il y a des taux de protection qui sont divergents selon les nationalités. Donc, par exemple, en 2020, le taux de reconnaissance des ressortissants afghans en première instance était aux alentours de 1% en Bulgarie et de 93% en Italie. Donc, on a vraiment des différences énormes dans les taux de protection pour des mêmes nationalités entre deux pays différents. Ensuite, on observe qu'il y a des changements d'orientation sur les nationalités au sein même d'un pays, d'une période à l'autre. Donc, par exemple, en Belgique, les Salvadoriens, ils avaient un taux de protection de plus de 90% avant 2019. Et après 2019, le taux il a chuté à 10-15%, et ce, après une annonce gouvernementale. Et donc, en fait, ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a des formes de protection qui sont sujettes à la politique gouvernementale et qui peuvent changer en fonction des politiques gouvernementales. Hop. Et il y a différentes formes de protection, notamment par exemple l'asile, la protection subsidiaire, etc., qui ouvrent droit qui ouvrent différents types de droits, notamment au niveau du droit du séjour, à la réunification familiale, qui ne sont pas les mêmes en fonction du type de protection et en fonction du pays. Donc, pour conclure, au niveau du traitement de la demande d'asile, c'est qu'il y a de plus en plus de demandeurs d'asile qui sont exclus de la procédure d'asile, soit à l'entrée de la procédure, soit en fin de procédure. On a des garanties procédurales de moins en moins solides, avec un droit au recours effectif qui est de plus en plus restreint. On a des remises en cause assez récurrentes des propos et du récit du demandeur d'asile. Et on a un défaut de statut uniforme au sein de l'Union européenne avec vraiment une situation extrêmement hétérogène et très différente d'un pays à l'autre. Du coup, pour conclure cette présentation, on va parler des différents axes de plaidoyer. Donc, le rapport s'articule autour de 3 grandes idées. C'est que tout d'abord, au niveau européen, tant l'accueil que le traitement de la demande d'asile répond de plus en plus à une logique de dissuasion. Ensuite, que les mesures qui sont déployées
et les efforts, notamment financiers, qui sont déployés sont de plus en plus axés sur la surveillance et le contrôle des demandeurs d'asile et non pas sur leur accueil, sur l'accueil et le respect de leurs droits et de leur dignité, et que les pratiques qui sont mises en œuvre sont extrêmement hétérogènes d'un pays à l'autre, alors même qu'on est censé être sous un même régime d'asile commun. Et quand il y a convergence, c'est plutôt une convergence avec un nivellement vers le bas, où ce sont les pratiques qui sont répétées. Donc, l'objectif global du rapport, c'est d'encourager une dynamique d'harmonisation des pratiques, mais par le haut, bien sûr, et de s'appuyer sur les dispositions, de s'appuyer tout d'abord sur les dispositions favorables du droit européen, mais également de s'inspirer des bonnes pratiques qui ont été identifiées dans ce rapport pour essayer vraiment d'harmoniser vers le haut l'ensemble des politiques européennes. Et bien évidemment, d'adapter le droit d'asile en fonction des différentes politiques migratoires. Et donc, on termine cette présentation sur une petite déclaration de Gérard Darmanin, qui a dit en 2021 que sur l'immigration, on fait mieux que nos voisins. Quand l'Allemagne accepte 50% des demandes d'asile, nous, on en accepte 30%. Donc, qui illustre bien toute cette pratique de nivellement vers le bas. Donc, voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Zoé, pour cette présentation très claire, un peu désespérante aussi de tout ce qui se... Mais bon, c'est bien, on va avoir du travail, c'est ça qui compte. J'ai déjà quelques retours de questions. J'essaie de retirer le... Ouais. Ouais. C'est Gérald de c'est Gérald, je crois. Alors, première question, les dispositions comportant des zones imprécises d'interprétation ne révèlent-elles pas des dissensus lors de la rédaction des directives? Je vais citer les questions petit à petit parce qu'elles sont quand même assez longues et compliquées, donc je vous laisse répondre peut-être au fur et à mesure. Ouais. Sur ce point, c'est vrai que, par principe, de toute façon, que ce soit les directives européennes comme les conventions droits de l'homme et autres, c'est toujours le fruit d'un consensus entre les États et en général, le consensus se fait sur le minimum. C'est vrai que là, ce qui est plus compliqué, c'est que il y a eu une évolution qui fait qu'il est désormais devenu presque une norme de toujours aller vers le plus bas et d'assez facilement être en contradiction totale avec les normes minimales. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur ce point. Contrairement à d'autres directives européennes, celles de l'asile sont vraiment instrumentalisées pour répondre, comme on le disait en fin à des intérêts de politique migratoire qui font que le droit d'asile désormais évolue très régulièrement, non pas par rapport au droit qu'il est censé défendre, mais pour l'adapter à des priorités politiques qui sont décidées par les différents gouvernements avec leurs influences. C'est pour ça qu'on trouvait la déclaration de Darmanin assez quand même extraordinaire de bêtises déjà, mais aussi de non-sens juridique et politique. Cette façon de tout mêler et on voit nos lois qui s'appellent asile et immigration et tout ce mouvement qui a été rampant et qui arrive aujourd'hui à des extrémités où, comme on le pense aujourd'hui, le droit d'asile sur le territoire européen devient vraiment une exception. Donc c'est pour ça qu'on insiste sur cette faiblesse. Et comme c'était dit en introduction, en fait, ça fait des années et des années qu'il y a des tentatives de réadaptation des différentes directives. Rien n'aboutit parce que pour l'instant, toutes les propositions vont vers une aggravation de la situation, voire un abandon total sur le territoire européen de la possibilité de déposer l'asile. Et donc, ça fait que voilà, personne ne va être vraiment critiqué
sur le non-respect de directives qui, des vrais, répondent peut-être plus à la situation d'aujourd'hui, mais clairement, ce qui est proposé serait une violation totale par l'Union européenne de ses obligations en matière de droit d'asile. Une autre question, Mm. sur la même question à peu près, sur quels critères est décidé que le pays est sûr? Alors en fait, c'est une notion qui est tirée du droit européen, des directives, hein, une première de 2005 et une de 2013, et qui dit que voilà, il y a une présomption réfutable, hein, c'est le terme juridique qui est utilisé. En gros, on est classé comme pays sûr si il y a un système démocratique, qu'il n'y a pas de conflit sur le territoire, qu'il y a des institutions qui fonctionnent, notamment services de sécurité et autres, et qu'il n'est pas reconnu internationalement que la torture et les mauvais traitements sont pratiqués avec l'assentiment de l'État. Donc c'est comme ça 4 ou 5 critères démocratiques et aussi un peu comment dire, temporaires. C'est pour ça que c'est réévalué de manière régulière. Mais Voilà, c'est c'est notre, ces éléments-là qui sont, c'est ce qui fait que donc c'est très souvent mis à jour. Mais justement, quand on regarde les différents pays, tous les pays ont des pays différents dans leur liste de pays sûrs. L'Union européenne avait commencé par faire des listes, elles ont elles aussi évolué. Et donc, on voit qu'il y a une fragilité et une façon de voir les choses qui évolue plus au gré des, comme on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire des politiques migratoires. En règle générale, quand il commence à y avoir beaucoup trop de ressortissants d'un certain pays, une des façons de limiter les arrivées et d'accélérer les retours, c'est de les placer dans cette liste. d'accord. Qui détermine les preuves à fournir? Alors j'ai envie de dire, c'est la faiblesse et la grandeur du droit d'asile, c'est que ça n'est pas défini. C'est-à-dire qu'il faut démontrer et que enfin, les deux, c'est-à-dire celui qui dépose une demande et celui qui l'examine sont en charge de démontrer que les déclarations du demandeur sont crédibles. Mais c'est vrai que de plus en plus, ça se fait plutôt au détriment du demandeur et de plus en plus, comme rien n'est indiqué, les pays considèrent que c'est au demandeur de tout démontrer et de plus en plus d'avoir des preuves documentaires qui fait que, en plus, quand les gens en présentent, on leur dit que c'est des faux, histoire de. Il y a toute une. Enfin, ceux qui suivent ces questions savent que sur les extraits de naissance de Guinée ou de pays comme ça, c'est un grand débat juridico-politique sur lequel il n'y a pas de raison. Mais voilà, c'est normalement ce qui rend le droit d'asile plus simple, le fait qu'il n'y ait pas une définition de la charge de la preuve et des éléments qui permettent de prouver ce qu'on avance. Mais l'évolution des choses fait qu'aujourd'hui, c'est devenu contre-productif pour les personnes, puisqu'on leur dit, bah voilà, vous n'avez pas le moyen de me le démontrer, je ne vois rien qui le démontre. Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne croit plus les gens sur parole. Une autre question sur le plaidoyer, là. Est-ce une question, il dit en plaidoyer, ne va-t-on pas s'appuyer sur les valeurs proclamées comme principe à la base de l'Union européenne? Bon, on va, oui, utiliser les différents arguments. D'abord, enfin, notre but, c'est avant tout un respect des dispositions européennes qui sont favorables aux personnes. C'est d'abord ça l'idée de ce rapport, hein. Avant d'espérer une amélioration et des textes plus favorables, comme je le disais, c'est extrêmement difficile et il est fort probable que ça ne va pas arriver. C'est-à-dire que s'il y a des nouveaux textes, ils seront beaucoup plus défavorables. Donc c'est pour ça qu'on se concentre sur une application normale, respectueuse des droits et bienveillante de ce qui existe aujourd'hui. Parce que ce soit en France, que ce soit dans tous les autres pays et que ce soit au niveau de l'Union européenne, les réformes n'iront pas vers le bien. Je pense qu'on n'est pas aujourd'hui dans cette situation. Ça pourra évoluer, hein, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans. Mais aujourd'hui, tout le démontre. À chaque fois qu'il y a une nouvelle réforme, c'est vers le bas. Donc il y a un vrai danger sur ce point qu'il faut prendre en compte malgré tout. D'accord, merci beaucoup Eric. Il y a aussi une autre question par rapport au traitement
Et par rapport aux expériences de demandeurs d'asile, la question est ainsi, comment sont pris en compte les traumatismes des demandeurs d'asile, ça veut dire les traitements cruels et inhumains et dégradants qu'ils subissent dans les pays étudiés. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Bah alors c'est ce qu'on appelle, c'est la question de la vulnérabilité et sur laquelle aussi on constate une évolution dans la plupart des pays européens, et y compris le nôtre. C'est qu'au départ, donc la vulnérabilité, c'était pour accorder des garanties plus importantes pour les personnes qu'on estimait plus à risque. Et aujourd'hui, en fait, la vulnérabilité ne sert simplement qu'à bénéficier du droit normal. Donc, D'accord. il y a un glissement comme ça. On le voit sur les questions d'hébergement, on le voit notamment sur les questions d'hébergement et de traitement des demandes, qu'aujourd'hui, le fait d'être dans une situation de vulnérabilité va faire qu'on va à peu près normalement obtenir un hébergement, mais qu'à l'inverse, si on ne démontre pas qu'on est dans une vraie situation de vulnérabilité, on va considérer normal que la personne soit à la rue ou soit dans un hébergement d'urgence en changeant tous les 3 jours. Donc il y a eu, sur ce point-là, comme sur beaucoup d'autres, un glissement d'une notion qui était censée être plus protectrice pour prendre en compte les vulnérabilités, et aujourd'hui, c'est une simple garantie, et ça c'est même pas toujours le cas, d'un traitement relativement normal. Mais il n'y a plus d'aide supplémentaire ou de garantie supplémentaire par rapport aux vulnérabilités qui sont décelées. D'accord, d'accord, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui demande, est-ce qu'il y a des bons élèves en matière de l'asile? Peut-être que dans les pays que vous avez étudiés, qui sont les bons élèves, on dirait, ou parmi eux? De ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bons élèves, hein, dans le sens où, y compris des pays qui ont des législations qui sont assez favorables et bienveillantes, les Pays-Bas étaient avant souvent cités, cette façon aujourd'hui de toujours sous-dimensionner, de ne pas y accorder les moyens suffisants, fait que dans tous les pays aujourd'hui, les garanties ne sont plus respectées. Les Pays-Bas, par exemple, dans leur système, normalement, quand on arrive, et ça, c'est quelque chose qu'on trouvait bien, on commence par avoir une période pendant laquelle on ne vous interroge pas, on vous laisse tranquille, une période de repos avant de commencer la procédure. Ça, c'est quand même, on le voit dans le film hier, c'est pas le cas en France. On arrive et puis dès le lendemain, il faut commencer à remplir les papiers. Donc ça, c'était la théorie du système hollandais, mais qui aujourd'hui n'est plus respectée parce qu'il n'y a plus de place, il y a trop de monde. Et aussi en Hollande, vous avez cette période de repos, et dès le début, vous êtes accompagné par un avocat qui va vous suivre dans toute la période pour vous aider à rédiger votre récit, pour vous préparer au premier entretien. Sur toute la durée, vous avez un avocat spécialisé sur les questions d'asile qui s'occupe de vous. Mais pareil, à cause d'une surcharge du système et de nombreux problèmes, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La Suède, pareil, était un système qui était avant assez souvent mis en avant. Et de la même façon, aujourd'hui, c'est devenu un pays où il y a de nombreux éléments intrusifs, notamment sur cette question de la charge de la preuve. Et donc voilà, c'est ce qui montre que c'est aujourd'hui devenu un élément de politique migratoire. Puisque dès qu'on estime qu'il y a trop de ressortissants ou qu'il y a trop de monde, on ne va pas chercher à répondre à cette demande, mais on va tout faire pour que ces personnes n'obtiennent plus l'asile ou ne puissent plus accéder au territoire. Il y a une question justement sur le Danemark. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'exemple du Danemark en matière de politique restrictive? Alors, c'est un pays qu'on a justement choisi parce qu'il fait partie un peu des extrêmes, mais qui ensuite rejoignent. Mais c'est vrai que c'est le pays aujourd'hui qu'on cite souvent, ou que ce soit sur les questions d'externalisation de la demande, sur les questions d'intrusion, puisque les gens sont fouillés, on saisit leur téléphone, on saisit l'argent qu'ils possèdent lorsqu'ils arrivent sur le territoire. Donc voilà, c'est aujourd'hui un peu la caricature de ce système basé sur la méfiance, la défiance, le contrôle et l'exclusion. Mais ce qu'on constate, c'est que petit à petit, c'est des idées qui infusent et que les différents pays finissent par adopter
au gré justement de l'évolution de ces politiques migratoires. Il y a une autre question. Est-ce qu'il y a eu des épisodes où la Cour de justice européenne a condamné certains États pour le non-respect des règles relatives au droit d'asile? Est-ce qu'il y a Oui, des... il y a de nombreuses condamnations sur différents points. Il y a des, je veux dire, habitués de la condamnation comme la Hongrie, mais pour l'instant, ça a peu puisque la Hongrie et la Pologne ont des procédures de violation des principes européens sans que ça change quoi que ce soit à leur façon de faire. Et en fait, c'est aussi une des demandes qu'on fait dans le rapport, c'est de permettre une saisine plus facile de la Cour européenne de justice sur ces questions. Une saisine un peu comme la Cour européenne des droits de l'homme qui pourrait être aussi faite par des requérants, par des associations, parce que pour l'instant, c'est vraiment en fin de procédure, c'est étatique comme procédure, et donc ça fait que c'est long, c'est un peu toujours les mêmes pays qui sont condamnés, et aujourd'hui, les pays ne suivent plus vraiment. Mais comme la Cour européenne des droits de l'homme, c'est en ça où il y a vraiment eu une crise, comme on disait hier, de la démocratie. C'est que ce soit notre pays, hein, la France, qui est un pays qui est très régulièrement condamné sur de nombreux sujets, on n'a jamais répondu à aucune des demandes de l'Union européenne et on ne répond pas plus aux demandes de la Cour de justice de l'Union. Donc il y a vraiment, on utilise l'asile parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant. C'est aussi là où les États, on observe quand même un certain consensus des populations, parce que ça ne soulève pas beaucoup de cris et d'indignation. Donc c'est vraiment un domaine où il est devenu naturel de violer le droit et d'adapter comme ça et de traiter les gens de manière totalement indigne. Donc ça soulève beaucoup de réactions. Pour aller dans le même sens, donc si ce n'est la CEDH, il y a une question, y a-t-il une possibilité de recours devant une juridiction en cas de non-respect du droit international? Quid de la compétence, je vais plus loin, quid de la compétence du juge national, les traités internationaux ayant en France valeur supraconstitutionnelle avec un point d'interrogation? Ouais. Alors c'est vrai qu'on peut, enfin, devant les juridictions françaises, une des difficultés aussi de ce domaine, c'est que c'est essentiellement de la compétence des tribunaux administratifs. C'est eux qui prononcent de nombreuses décisions et qu'on ne peut pas dire que ce soit les juridictions les plus progressistes. C'est-à-dire, non pas que ce soit si progressiste, je pense que le juge gardien des libertés est de moins en moins un gardien autoritaire sur ces points-là. Mais pour ce qui est que ce soit du Conseil d'État ou même du Conseil constitutionnel, on voit quand même de nombreuses choses passer aujourd'hui, de nombreuses décisions qui clairement montrent qu'il n'y a pas un vrai souci du respect de l'indignité des personnes. Le Conseil d'État dit très régulièrement que ce n'est pas en soi un problème que les personnes soient dans la rue. Sauf si c'est un mineur. Les rares condamnations qu'il y a, c'est quand c'est des mineurs. Mais qu'un jeune homme de 20, 25 ans soit dans la rue, dans des conditions immondes, alors qu'il est demandeur d'asile et qu'il demande la protection internationale en France, et qu'il y a tout un cadre juridique international, régional, au niveau européen et français qui l'interdit, ça ne dérange aucun magistrat. Enfin, il y a toute cette discussion si ce sont des magistrats ou pas, mais en tout cas, juge administratif, de considérer que ce n'est pas une violation et que ce n'est pas très grave. Donc, c'est un point de réflexion, mais qui est de plus en plus justement discuté sur la place du juge administratif sur ces points et le fait que de plus en plus, ce soit eux qui se prononcent sur des questions aussi importantes de liberté. Est-ce que vous pouvez nous donner une précision ou un exemple de comment s'établissent ou comment est défini les liens entre les demandeurs d'asile et un autre pays, surtout en termes d'un pays sûr? Comment est-ce que ces liens est établi ou est défini, en fait? Alors, selon les textes européens, il faut que cette personne ait un lien, c'est-à-dire soit des fois, c'est un endroit où il a habité pendant très longtemps,
donc le droit européen considère qu'il y a un lien, soit il a des proches qui y vivent. Donc voilà, c'est ce type de lien réel. Après, dans les faits, suivant les pays, le plus excessif, comme souvent, c'est la Hongrie. Le simple fait d'y être passé vous donne un lien avec ce pays et donc il vous y renvoie. D'autres pays vont considérer que le fait que la personne y ait passé quelques mois, souvent en attendant de trouver un moyen de le quitter, crée un lien. Donc voilà, il y a une application qui est très différente et il y a clairement un dévoiement de choses. Mais c'est un peu comme la directive Dublin, dans le sens où la directive Dublin, au départ, c'est un outil de répartition. Et les premiers éléments qui doivent être étudiés, c'est est-ce que la personne a des proches dans le pays où elle souhaite faire sa demande? Est-ce qu'elle a des liens avec ce pays? Et c'est seulement après tout ça que ça serait le premier pays où la personne a déposé ses empreintes. Mais dans les faits, on ne l'applique que sur la question des empreintes. Personne ne se pose l'autre question. Donc voilà, il y a une façon de faire aujourd'hui, de détourner les textes qui est devenue banale. Donc et comme on ne voulait pas, parce qu'on a souvent, on le voyait hier, soit les gens ont l'impression qu'en France, c'est le pire pays d'Europe et que donc c'est vraiment un pays impossible. À l'inverse, certains disent que la situation est bien meilleure en France. Et donc, pour éviter ce type de discussion, c'est pour ça qu'on a décidé de se baser sur 8 pays pour qu'il y ait comme ça des éléments de compréhension de quelle est la situation. Mais ce qui se dégage de ces 8 pays, c'est une forte dégradation qui va aujourd'hui jusqu'à une vraie remise en cause de ce droit. Merci. Une autre question, ces mesures restrictives sont-elles à mettre en lien avec les mesures liées à la lutte contre le terrorisme? Alors, après, ça, c'est des questions d'impression. Je pense que chacun les a, mais ça peut pour certaines personnes, dans le sens où clairement, certains profils, certaines situations vont être vues comme à risque. On voit de plus en plus dans le cadre de l'examen, il y a d'ailleurs des directives, que ce soit au niveau de l'OFPRA ou autre, de signaler lorsqu'il y a des profils qui paraissent inquiétants, qu'il y a des choses qui étaient inconcevables il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'assez naturel. Donc voilà, ça influe quand même. Mais j'ai envie de dire plus au niveau de discours où la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'il y a une volonté de ne plus recevoir de gens sur le territoire européen, autres que ceux que les États européens choisissent. C'est pour ça que la France, mais beaucoup d'autres, on met beaucoup en avant la relocalisation, les réinstallations, en disant, voilà, on va chercher nous-mêmes les personnes pour pas qu'elles ne prennent de risques. Et tous ceux qui n'entrent pas dans ce schéma sont aujourd'hui pas les bienvenus. Mais pas uniquement pour les questions de terrorisme, puisque énormément de gens viennent de pays qui ne sont pas du tout considérés comme des menaces terroristes, mais simplement, c'est voilà, c'est l'Europe d'aujourd'hui qui ne souhaite pas ouvrir l'accès à son territoire. Et le terrorisme n'aide pas les choses, on va dire. Donc, quelqu'un demande, la société civile tente de pallier au désengagement de l'État, mais ne compense pas. Est-ce que tu diras que ces initiatives individuelles, par rapport à ces initiatives, est-ce que nous sommes en situation de délit humanitaire, pardon? Est-ce que tu diras qu'on est en situation de délit humanitaire? Alors, j'avoue être pas certain de ce que veut dire le délit humanitaire. Est-ce qu'on parle du délit de solidarité, là, sur lequel on s'est beaucoup engagé, savoir si ça correspond à ce type de délictuel ou c'est autre chose? Ça peut. Ça peut, j'ai l'impression que oui, c'est ça, le délit de solidarité, oui. Ouais. Aujourd'hui, c'est vrai que ça a pas mal évolué et donc ce qui reste criminalisé, c'est l'aide à l'entrée sur le territoire. Mais ce qui se passe sur le territoire est désormais exclu de la loi, même s'il y a encore des poursuites de temps en temps. Mais je pense que dans les dernières évolutions, c'était ça, quoi. Donc, une fois que la personne est rentrée sur le territoire, on ne peut plus criminaliser l'aide humanitaire qui est apportée à cette personne. C'est ce que tu veux dire?
Oui, 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 si, à partir du moment où elle est désintéressée, il y a un certain nombre d'éléments comme ça. Il y a eu toute une jurisprudence sur lorsqu'on est politisé, est-ce que c'est une action intéressée? Il y avait des militants qui avaient été exclus du bénéfice de l'exemption parce que la justice disait que c'était en fait quelque chose d'intéressé puisque c'était en allant dans le sens de leur engagement politique. Et puis finalement, ils sont maintenant revenus pour ça. Mais c'est ce qui a fait qu'il y a eu quelques poursuites après qui visaient des militants. On Mhm. disait que ce n'étaient pas des gens désintéressés, que c'était pour un but politique qu'ils agissaient. Donc, il y a quand même encore des fois des préfets ou qui tentent ce type de manœuvre, puisque c'est aussi quelque chose dont on parle moins, mais qui est une réalité, je pense beaucoup le savent ici, c'est qu'on a quand même des préfectures qui sont normalement le premier représentant de l'État, qui au quotidien violent les lois françaises, sont notamment en sud de la France très régulièrement condamnés par les juridictions administratives et continuent à agir. Et bien souvent, les préfets les plus condamnés sont en plus félicités pour l'efficacité de leur politique. Donc on est un peu dans un monde totalement absurde. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y a une question. Alors, pour la France, est-ce qu'on pourrait dire un mot, est-ce que vous pourriez dire un mot sur l'augmentation importante du ministère de l'Intérieur du budget asile-hébergement pour augmenter les places dans les diverses catégories de centres d'hébergement? Mais il est précisé que tout est beaucoup orienté. Enfin, voilà. Oui, non, c'est clair que si on regarde sur surtout sur les 5 dernières années, il y a eu un effort au niveau de la construction de places. Il y en a plus qu'avant. Je crois, là, dans les derniers chiffres qui avaient été rendus publics pour 2021, on considère aujourd'hui que 60% des demandeurs d'asile éligibles, c'est ça un peu comme on dit, le diable qui se cache dans les détails, seraient logés. Puisque bon, la loi a multiplié les gens non éligibles, c'est ce qui permet de faire baisser les chiffres. Avant, on était toujours à moins de 50%. Là, un peu en maquillant les chiffres et en modifiant les choses, ils arrivent à 60. Mais clairement, il y a plus de gens. Après, et c'est aussi quelque chose qu'on dénonce dans le rapport, c'est que cet hébergement, il est de plus en plus précaire. On le voit, par exemple, pour ceux qui suivent, sur l'évolution, on construit aujourd'hui peu de places en CADA et beaucoup en UDA. Donc, c'est différents types d'hébergement. Une des différences de ces types d'hébergement, c'est que dans un CADA, il y a les cahiers des charges disent qu'en principe, il faut 12 ou 15 équivalents temps plein, enfin un équivalent temps plein pour 12 ou 15 personnes. Donc, ce qui fait qu'on ne peut pas envoyer autant de gens qu'on le souhaiterait, et tout ça est assez contrôlé, alors que dans les UDA, il n'y a pas ce type de précision. Ce qui permet donc aux autorités, aux préfectures, de pouvoir, s'il y a un afflux de demandes, un UDA où il y a d'habitude 30 personnes peut passer à 60, ce n'est pas un problème. Puisqu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de cahier des charges qui précise ce genre de choses. Et aussi, l'offre d'accompagnement est très différente. Quand on regarde l'évolution, avant 2015, dans les cahiers des charges des CADA, il était prévu que les travailleurs sociaux devaient être formés au droit d'asile. Ça a été supprimé à partir de 2015 et aujourd'hui, tous les successifs, y compris ceux des UDA, ça n'apparaît plus et plus personne en fait ne s'en préoccupe. Mais voilà, il y a une vraie précarisation qui fait que on voit des travailleurs sociaux essayer de comprendre les papiers que les gens reçoivent et de les aider. Et ça, c'est clairement un problème. Mais au départ, le UDA, c'était vraiment prévu comme quelque chose d'exceptionnel. Et c'est en train de devenir la norme. Et sans aller Est-ce plus que tu loin, il peux y a aussi préciser tous ces centres. UDA, excuse-moi, c'est Eric. Est-ce que tu peux Je crois que c'est hébergement d'urgence demandeurs d'asile. J'avoue que peut-être certains le savent. Hein, on a tellement l'habitude d'utiliser Non, les. mais c'est pour avoir une idée, hein, juste. Donc. Ouais. Mais voilà, au début, les UDA, c'était plus de l'urgence. Une sorte de SAS entre les KS, donc ces centres d'accueil et d'études des demandes, et puis les CADA où arrivent les personnes qui sont reconnues demandeurs d'asile et qui suivent. Euh, alors, CUDA, ça, je ne connais pas, mais peut-être que c'est encore quelque chose de nouveau. Et donc voilà, un hébergement qui était au départ prévu pour des situations particulières, d'abord
pour les gens qui étaient en… Ok, centre d'urgence. Ah bah c'est nouveau, j'avoue que je n'ai pas encore connu cela. Donc des centres qui étaient au départ pour les procédures Dublin, les personnes qui étaient en assignation, se sont aujourd'hui transformés en sorte de centre pour tout le monde. Et donc ça, c'est voilà, c'est le signe. C'est aussi beaucoup moins cher. Je crois de 20 ou 25 euros par jour par personne, on passe à 12 ou 15. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, revenir sur la campagne qui sera mise en place par rapport à ce rapport sur le droit d'asile en Europe, c'est-à-dire le timing, est-ce qu'il y a certains lieux qui sont retenus, des partenaires en particulier, de conférences de presse à Strasbourg, peut-être, pourquoi pas. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, il y a eu, bon, comme je disais, il y a certains retards avec et des choses qui compliquent un peu, c'est-à-dire la campagne, la pré-campagne. Donc, on est encore en train d'affiner, mais ce qui est prévu, et où là, c'est en cours, même normalement, ça doit être bientôt fini. Je regarde Barthélemy, je sais que ça l'intéresse. Donc, le prochain numéro d'Humain sera consacré à cette question de l'asile. Donc, on va le suivre sur différents éléments avec un dossier, un focus et un certain nombre de points. L'appel du mois de mars sera consacré à cette question de l'asile en Europe. On réfléchit ensuite à sortir une note courant du mois de mars pour pouvoir commencer en fait à se prononcer et mettre en avant les idées fortes qui sont les nôtres sur ces points. Donc ça, c'est ce qui… Et ensuite, la sortie du rapport en lui-même, on hésite encore, est-ce qu'il est bon ou pas de sortir au moment de la campagne et des élections, à partir du moment où, comme c'est aussi et surtout un plaidoyer institutionnel, on sait qu'après le 20 mars, le gouvernement ne peut plus agir, que le Parlement va cesser ses travaux. Les nouveaux vont arriver en mai-juin. Donc c'est ce qui fait qu'on est encore en train d'hésiter sur quel est le moment parce que ce qu'on souhaite, c'est effectivement une sortie d'envergure avec différentes présentations en France, dans différents endroits, et après une présentation aussi plus au niveau européen, puisqu'on a agi dans différents pays, on a des contacts dans différents pays, il y a une traduction anglaise qui va être faite. Donc voilà, c'est quelque chose qui mobilise aussi beaucoup de monde. Pour l'instant, on n'a pas forcément les équipes au complet à cause de plein d'éléments liés à la situation dans laquelle on est et des situations personnelles. Donc voilà, c'est en train d'être calé. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, mars-avril, il y aura au minimum une note, mais assez importante, hein, un peu comme on avait fait pour le maintien de l'ordre quand il y avait eu la note en 2019. Donc voilà, un document quand même qui présente les choses et qui est assez précis, sûrement d'une vingtaine de pages. Le humain numéro spécial, l'appel du mois. Donc pour quand même pouvoir placer ces inquiétudes et cette alerte à un moment où on voit aussi qu'au niveau européen, la France est en train de faire circuler des documents pour une réforme. Ce qui semble de plus en plus se décider, c'est qu'il n'y aura pas une réforme complète du package européen, comme on l'attend depuis 10 ans. Et la France va essayer de pousser pour des réformes au coup par coup sur les points qu'il estime les plus importants. Ce qu'on peut craindre, c'est qu'a priori, ce qu'il estime le plus important, c'est ce qu'on appelle le triage, c'est-à-dire le développement de centres aux frontières de l'Europe, où les situations seraient examinées avant que les personnes puissent accéder au territoire européen. Donc voilà, on est dans un entre-deux en ce moment, et donc il faut qu'on essaye de trouver le moment le plus opportun pour placer ce rapport et les activités qu'on veut y organiser en parallèle. Il y a une petite question qui revient. Combien manque-t-il de places en CADA? Alors ça, j'avoue que je ne saurais pas dire, hein.
Déjà, si on voit les chiffres officiels, ça dit que 60% des personnes éligibles sont, donc a priori, il manque déjà 40%. Donc c'est le premier point. Après, ce que ces chiffres disent pas, c'est qu'effectivement, des gens peuvent être éligibles, être hébergés et puis quitter pour plein de raisons, pour des raisons personnelles, parce qu'ils connaissent des gens dans une autre zone en France et ils veulent pas rester, parce qu'ils ont des problèmes dans le lieu où ils se trouvent. Donc il y a quand même une proportion assez importante de gens qui ne bénéficient pas d'un logement alors qu'ils devraient. Ce qu'il faut garder à l'esprit que ce logement, c'est pour permettre à la personne de se préparer au mieux à une procédure qui est difficile, qui est complexe, qui est émotionnellement, psychologiquement difficile, et que quand vous dormez à la rue et que le matin vous avez un entretien et que ça fait une semaine que vous êtes évacué à 7 heures du matin et que vous vivez dans le froid et que vous avez du mal à manger, répondre à 4 heures d'entretien très précis sur des questions sur votre vie, c'est clairement un peu au-dessus des forces de la plupart des gens. Donc c'est pour ça qu'on insiste beaucoup aussi sur ces questions d'hébergement et d'accueil, parce que ce n'est pas qu'une question de confort, même ça va au-delà de cette question de la dignité qui est déjà importante, mais c'est aussi que ces gens sont en train de vivre, de jouer leur vie à ce moment-là, et en ne leur permettant pas d'être dans des conditions à même de répondre aux questions, de trouver les documents, de préparer les choses. Ça sert presque à rien d'étudier leur demande dans ces conditions. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Juste pour revenir à la campagne, il y a encore une question par rapport aux dimensions de campagne qui vont se concentrer sur la France et aussi d'autres dimensions en Europe. Et la question, c'est en fait, est-ce qu'on compte faire la campagne dans les pays, dans le nombre de pays individuels, ou juste les présenter, si j'ai bien compris la question, juste au niveau des instances européennes? Et en fait, ouais. A priori, ce serait plutôt donc en France d'abord, parce que c'est aussi là où on a le réseau le plus important, et au niveau européen. Après, on n'exclut pas d'aller dans un ou deux pays où on a soit des ACAT qui peuvent nous aider, soit dans le cadre de la rédaction du rapport, on a eu des contacts importants avec certaines personnes qui pourraient nous aider. Mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas de toute façon la version anglaise, c'est une fois que cette version anglaise sera faite qu'on va voir avec toutes les personnes qu'on a pu contacter dans ces 8 pays. Mais je pense qu'il faut être raisonnable. Déjà, faire quelque chose de conséquent à à Bruxelles, ça serait déjà une bonne façon de lancer un peu les choses. On a fait des entretiens avec des parlementaires européens, donc il y a déjà un réseau, plus la présence de la FIACAT. Donc voilà, il y a a priori plus d'éléments dans cette ville. Faudra voir après aussi trouver un moment, soit lorsqu'il y a un sommet consacré à ces questions, pour que ça inspire la possibilité de faire quelque chose, quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est dans un deuxième temps. Il faut aussi on a besoin d'une personne supplémentaire dédiée aux questions européennes. Donc voilà, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Un autre point, d'ailleurs, on nous fait part du fait qu'on parle beaucoup des présidentielles, mais il ne faut pas non plus oublier les législatives qui vont suivre et qui peuvent être aussi un autre point d'ancrage pour faire du plaidoyer autour de ce rapport et de cette question. C'est un des éléments qui nous fait réfléchir sur la date de sortie. Parce que, comme on le disait, le Parlement va s'arrêter, il va y avoir les élections, il faut que les gens arrivent. Donc voilà, c'est compliqué de choisir le moment le plus important. Il y a une question qui dit il n'y a pas assez de centres Primo Levi en France. Donc, comment faire prendre conscience à nos élus de l'urgence pour que ces migrants qui sont traumatisés puissent se reconstruire? La partie reconstruction psychologique de la victime ou
ces personnes qui subissent quand même. Oui, Ah oui, c'est si, cette question Oui, j'ai pardon, entendu quelqu'un. si je peux intervenir sur Primo Levi, Oui. on est face à un paradoxe où effectivement cette question est reconnue et le ministère de l'Intérieur subventionne même Primo Levi pour son action. Alors que par ailleurs, il tient les politiques dont on vient de faire mention. Donc, quand on apprécie une situation, il faut le voir, y compris dans ses contradictions internes. Merci Bernard. Oui, non, c'est clair qu'il faut toujours rappeler la particulière vulnérabilité des personnes qui ont subi la torture. Euh, après, c'est quelque chose qui est reconnu par tout le monde. De toute façon, par exemple, pour les questions psychologiques, on sait que la psychiatrie, y compris pour ceux qui sont en France, c'est le parent pauvre de la médecine. Donc, pour beaucoup de demandeurs d'asile qui en auraient beaucoup besoin, bah, c'est encore plus compliqué que pour déjà tout le monde. Enfin, c'est pareil dans les prisons. D'ailleurs, en ce moment, comme on travaille aussi sur un avis sur les prisons avec la CNCDH, je participe aux 2 réunions et c'est toujours assez frappant comment on retrouve en fait les mêmes questions de sous-dimensionnement, de précarisation, de volonté de ne pas prendre en charge les choses, de ne pas mettre l'argent qu'il faut, de ne pas leur permettre d'accéder à leurs droits. Il y a un parallèle qui montre à quel point la situation est inquiétante dans nos États aujourd'hui, quoi, et dans le nôtre en particulier. Je vais passer la parole à Barthélémy qui l'a demandé tout à l'heure. Barthélémy, tu as la parole. Tu peux rétablir ton son peut-être? On n'entend pas. Je pense qu'il parle, mais on n'entend pas. Non, mais il ne peut pas mettre son son. Attends, on va essayer de lui remettre le son. Je ne sais pas si j'ai la main ou si peut-être. Non, j'arrive pas. Ton micro est coupé. Est-ce que tu peux, Bastien, est-ce que tu peux remettre le son à Barthélémy? Barthélemy, je t'ai demandé, mais il faut que tu acceptes. Je lui ai demandé. On le censure, hein. Tu n'arrives pas? Bon, on va continuer, Barthélémy, on va te redonner la parole dès qu'on a réglé ce problème. Je vais envoyer un message à Bastien. Ah, ça y est, maintenant. Bon, C'est bon. vous Oui, m'entendez? très bien, vas-y. Ok, merci. Bonjour tout le monde. En fait, je voulais juste préciser que justement dans le dossier qu'évoquait Eric tout à l'heure pour le prochain humain, donc qui est daté de mars-avril et qui paraît aux alentours du 5 avril, il y a 2 pages sur la prise en charge justement des demandeurs d'asile. Donc, ce sont 2 pages qui sont rédigées, je les ai déjà reçues d'ailleurs, je les ai reçues vendredi, qui sont rédigées par Primo Levi. Voilà, après, je rejoins Eric sur effectivement la campagne. Il est très difficile à ce jour, franchement, avec la meilleure bonne volonté du monde, de dire exactement, je vois Bernadette qui sourit, ce que sera cette campagne et comment elle sera déployée. Mais soyez rassurés, on fait de notre mieux. Ça fait l'objet de nos réunions ces jours-ci et la semaine et les semaines qui viennent aussi, pour voir vraiment quel est le meilleur tempo, en sachant que, bon, effectivement, on peut très bien dire qu'on sort tout avant qu'on fait une partie des choses pendant la campagne présidentielle. Mais je sais aussi par expérience, nous tous, que il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très audibles en période de campagne électorale. Voilà. Donc, il faut aussi tenir compte de cet élément-là, entre autres. Merci. Merci Barthélémy. Une autre question justement qui aussi un peu s'adresse à la communication, viser une communication, une mobilisation vers les églises et toutes les structures vis-à-vis de l'Europe aussi. Donc les églises ne doivent pas être oubliées de notre plaidoyer par rapport à ce rapport. On a communiqué avec plusieurs pays européens, justement, avec des églises. Donc, il y a des parties sur leur travail. Et donc, c'est des contacts qu'on a eus dans le cadre de la préparation du rapport.
Mais je crois qu'il n'y a pas dans Humain un encart ou quelque chose? Voilà. Barthélemy, je sais pas si... Ouais, c'est Barthélemy, on n'entend plus. Ouais. Alors, nous n'avons plus pour l'instant de questions. Est-ce que ça veut dire que... Peut-être je vais juste, je ne sais pas, mais je sais que Yves Roland avait mis dans le chat qu'un un groupe de travail Oui, oui. sur On voulait en l'asile parler en conclusion. Voilà, c'est ouais, ça. était en constitution. Donc, pour ceux qui Donc, en seraient fait, intéressés. voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un groupe de travail est en constitution sur la question de l'asile et que les bonnes volontés, les personnes intéressées peuvent se faire connaître auprès de Yves Roland. Yves Roland qui a mis son adresse mail dans le chat, mais on peut de toute façon demander à tout moment, vous pouvez nous le signaler et puis on transmettra à Yves votre manifestation d'intérêt, on va dire, à participer à ce groupe de travail. N'oubliez pas de nous le signaler. Voilà, moi je l'ai. L'idée, Laurent, c'était justement de ne pas charger la vie militante, Ah, d'accord, très 1003P, de ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis mon mail. Voilà. bien, mais Alors, il faut avoir repéré. voilà, juste pour dire que, en tant que co-animateur du conseil 3P avec Eric, hein, on pensait dans ce conseil intégrer un groupe de travail sur l'asile, qu'il y a beaucoup d'acaciens qui sont sur ce domaine-là, beaucoup avec la CIMAD notamment, et qu'il y a toute une potentialité de réflexion, d'action, d'analyse qu'on pourrait aussi, comment dire, pour employer un terme horrible, capitaliser au sein de l'ACAD France, notamment à l'intérieur du Conseil 3P. Voilà, c'est l'idée générale. Très bien. Alors, je repose une dernière fois. Voilà, il y a encore une petite question. Voilà. Y a-t-il des demandeurs d'asile non hébergés dans les autres pays européens et sont-ils aidés financièrement? Alors, oui, alors il y a les pays qui viennent, l'Italie est un pays où il y a un vrai problème d'hébergement, la Grèce aussi. Donc, on ne parle pas de la Grèce, des personnes qui sont dans les îles, parce que c'est un cadre différent, mais en Grèce continentale, c'est des pays. Après, à l'inverse, il y a des pays comme l'Allemagne où tout le monde, a priori, est hébergé, mais où ce sont de plus en plus des lieux privatifs de liberté, quoi. Donc, c'est quelque chose. Voilà, la question de l'hébergement, on voit que voilà, ça répond toujours à des politiques décidées par l'État, rarement aux besoins exprimés des personnes ou des besoins qui correspondent aux situations que vivent ces personnes. C'est aussi quelque chose qu'on constate, que le lieu qui permettrait de répondre aux besoins et aux difficultés reste à déterminer. Mais on le voit avec la proposition française de ces lieux fermés, c'est quand même de plus en plus vers ça que beaucoup de pays se tournent, avec cette croyance que, sachant que moins de la moitié, suivant les pays comme la France, aujourd'hui, on doit être à, je crois, que c'était 39% d'acceptation pour les demandeurs d'asile en comptant les recours. Et donc, beaucoup d'États se disent, voilà, la majorité n'a pas vocation à rester sur le territoire. Et donc, il faut trouver des façons de pouvoir le plus rapidement possible traiter leurs demandes et les renvoyer dans leur pays, puisque pour ces États, ils se disent quand les gens restent longtemps, ils créent des liens avec les pays, il est difficile de les expulser, puisque beaucoup de dispositions du droit des étrangers s'appliquent à eux. Et donc l'idée, c'est de s'assurer que la demande est traitée dans un temps suffisamment court pour qu'elle ne soit pas créatrice de droits en parallèle. Et donc voilà, et avec en plus s'assurer qu'à tout moment, on sait où se trouvent ces gens
et qu'on pourra les renvoyer facilement. Donc ça, c'est de plus en plus le souhait exprimé par les gouvernements européens dans quasi la totalité, quoi. Une autre question, c'était avez-vous pu visiter des centres de rétention? Et une réponse, enfin aussi, c'est concernant les centres de rétention, voir le travail de la CIMAD à ce sujet. Ouais. Oui, bah alors sur les centres de rétention, on s'appliquait pas vraiment à notre étude, puisque là, on en est encore au stade de la traitement de la demande. C'est vrai que depuis quand même quelques temps, il y a des gens en procédure Dublin, alors que c'est les demandeurs d'asile qui sont aussi placés en centre de rétention, mais des demandeurs d'asile en cours d'étude de demande, en tout cas en première instance, c'est pas quelque chose qui. Et après, c'est vrai que pour l'instant, l'accès au centre de rétention est uniquement pour les organisations qui font de l'aide juridique. C'est dans ce cadre-là que la CIMAD y est. Mais c'est une demande assez ancienne, je crois, de la CAT, qui a un réel monitoring par des associations de la situation dans les centres de rétention. Alors, ça n'a jamais été repris ni considéré, quoi, mais c'est une vraie question. L'accès à ces centres pour un monitoring de la situation des droits de l'homme. Vu qui les gère et comment on les gère, je doute que ça arrivera un jour, mais ce serait quelque chose d'utile. Barthélémy voulait parler. Oui, juste compléter la question qui a été posée sur l'aide. En fait, ce qui ressort, et je parle sous le contrôle d'Éric, c'est que, les aides qui sont apportées, je parle en termes d'aide financière, sont très disparates d'un pays à un autre. Et deuxièmement, chose très importante, c'est que ces aides-là, pardon, sont largement en deçà de ce qu'il faudrait comme un minimum pour vivre quotidiennement. Voilà, je tenais juste à rajouter ça. Oui, c'est un principe qu'on a identifié dans tous les États, c'est que l'allocation qui est donnée aux demandeurs d'asile est toujours en dessous des minima sociaux les plus bas. C'est le principe qui est retenu par tous les pays. Ce qui montre quand même une façon de voir les choses. Et pareil, hein, les juridictions considèrent que quelqu'un avec, pour les personnes qui ne sont pas hébergées, elles touchent, je ne sais plus, 600, 700 € en tout. Et les juridictions disent toujours qu'on peut très bien vivre comme ça, c'est-à-dire payer son loyer, ses frais journaliers avec ce type de somme, quoi. Puisque je crois que maintenant, ça rajoute 7 ou 12 € suivant à l'ADA, qui est je crois, de 7 € par jour ou quelque chose. Donc si vous n'êtes pas hébergé, vous avez droit à 5 € de plus ou quelque chose comme ça. Et donc les juridictions administratives estiment qu'effectivement, ces 5 € supplémentaires suffisent à payer votre logement. C'est une façon de voir les Bien. choses et c'est pas l'autre. Eh bien, il n'y a plus de questions. Et puis, voilà, il est presque 16 heures. Je remercie en notre nom à tous, Eric et Zoé, qui ont été bombardés de questions. Et la preuve que ce sujet vraiment nous intéresse tout particulièrement. Donc, ça va nous aider aussi à toutes ces réponses. On va essayer aussi de les utiliser encore ce joli mot, les capitaliser pour permettre aussi de répondre quand on a des questions qu'on nous posera sur ce rapport. Ça va nous aider à en parler et à sensibiliser autour de nous. Je vais maintenant donner la parole. On va donc s'arrêter donc sur ce rapport sur le droit d'asile et on va enchaîner sur la partie célébration. Donc, au niveau technique, je ne sais pas si je ne vais pas me demander quand même à Bastien de me donner un petit coup de main. Il faudra que vous reveniez sur la plateforme Pixago et que vous cliquiez sur la célébration pour la voir, parce que cette célébration sera donc a été enregistrée. Mais je vais laisser Colette
présenter cette célébration et puis peut-être, Bastien, donner les 2-3 conseils techniques pour pouvoir y accéder. Ok, Alors, donc je présente maintenant. C'est ça? Bon. Voilà, vas-y. Alors nous aurions voulu, enfin nous aurions aimé plutôt voir les visages, sentir votre présence, chanter avec nous, mais voilà, un Covid est passé par là. Et donc, eh bien, avec ce Covid, le découragement est venu quand même. On s'est dit comment on allait faire. Alors bon, on a peut-être pensé un vivre à 4 sans célébration, puis on m'a dit non, non, tu n'y penses pas, ça va pas ça. Après, j'ai dit bah alors une célébration juste par visio, non, non, ça c'est pas bon non plus. Bon, alors ben, on a réfléchi. Alors l'année dernière, pardon, nous avons eu la chance d'avoir une célébration au Gros Caillou, c'est bien ça, oui, je ne me trompe pas, à Paris. Et ce fut d'ailleurs une très belle célébration. Mais cette année, pas de gros cailloux. Alors, c'est un petit jeu de mots, on n'a eu que des petits cailloux dans nos chaussures pour nous empêcher d'avancer. Et en plus, chacune de nous est dispersée en France, donc c'est pas très simple. Il a donc fallu chercher, inventer d'autres modalités, échanger de nombreux mails et de nombreux téléphones, se déstresser un peu, hein. Et puis en fait, après, ben, on s'est dit, ben voilà, on va travailler en visioconférence. On est des adeptes de la visioconférence, mais enfin, au bout d'un moment, c'est fatigant, hein. Alors, 3 visioconférences de préparation, en plus des visioconférences parfois un peu épiques, parce qu'il y en a qui n'avaient pas une stabilité d'Internet, donc elles disparaissaient à un moment, où on n'entendait pas leur voix, où on ne les voyait plus. Enfin bon, voilà, vous voyez comme c'est bien pratique pour préparer. Enfin bref, on s'est quand même donné rendez-vous le 2 février à Paris, au Temple de l'Étoile. Et là, figurez-vous qu'un autre défi nous attendait. Parler dans un temple vide, sans assemblée. Ah oui, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais je vous le conseille, hein. Il fallait donc imaginer les bancs vides, habités par votre présence, adhérents de la CAT, et imaginez vos sourires, bien sûr, puisque vous n'étiez pas là. Comme le disait il y a quelques années le pasteur Alphonse Maillot, je ne me désespère pas lorsque je prêche dans un grand temple et qu'il y a peu de paroissiens. J'imagine toutes celles et tous ceux qui ont habité ce lieu. Alors il était un peu plus, comment dire, un peu plus direct en disant qui avaient usé leurs robes et leurs pantalons sur les bancs dans ce temple, même voire des siècles avant. Mais heureusement, nous avons eu la chance d'avoir 2 merveilleuses participantes, Laurence Rigolet, ici présente, et Florence Yesso, qui doit être là aussi, mais je ne la vois pas. Oui. Son assistante pour nous encourager. Et alors, le temple de l'Étoile est un grand temple majestueux, solennel, mais heureusement chauffé pour notre confort vocal quand même. Pas chauffé comme un temple, rassurez-vous, peut être chauffé. Là, c'est la frileuse que je suis qui parle. Bref, voilà. En bref, une partie de l'historique de cette célébration qui, bien sûr, demande de votre part une grande bienveillance. Merci. Merci Colette. Est-ce que, juste un petit mot, cette célébration, on va la regarder ensemble. Oui. Elle dure à peu Oui. près une 50aine de minutes. Et puis on se 50 minutes. retrouve à 17h30 précise. Donc, ce nouveau Vivre à 4 dématérialisé arrive donc à son terme au bout de 2 jours particulièrement riches et intenses. Chacun d'entre nous aura pu recueillir au fil des interventions de quoi nourrir sa réflexion et ses actions. Alors, comme il se doit, avant de nous séparer, j'en viens au temps des remerciements. La liste en est bien longue, comme d'habitude, et je risque aussi d'en oublier. Alors, je prie déjà de m'en excuser. Mais tout d'abord, je voudrais vous remercier, vous tous qui vous êtes connectés et avez participé durant ces 2 jours
mais je garde cependant une pensée toute particulière pour ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre à cause de la maladie ou d'un deuil. Alors si ce vivre à 4 a finalement pu se tenir, c'est bien grâce à toute une équipe. Pôle Vie Militante et CNA, Commission nationale d'animation, qui a su passer très rapidement et très efficacement d'un rassemblement physique à ces échanges à distance. Somme toute, pas si virtuel que ça. Merci donc à Laurence Rigolet, directrice du pôle Vie Militante, Florence Yesso, son assistante, Paa Kofi Edua, nouvellement arrivée en tant que chargée de mobilisation, ainsi qu'à Jean-Marie Delacroix et les autres membres de la CNA, tous placés sous la houlette hautement technologique et bienveillante de Bastien Moniat de la plateforme Pixago. Pour la 2e année, ça va devenir une habitude? Non, je l'espère. Merci également à Colette Chanas-Gobert et Yves Roland pour leur présentation de nos intervenants d'hier matin et de l'animation du débat qui a suivi. Sans oublier Christian Nouvion pour son exercice de exercice de synthèse, incontestable défi au regard du niveau des apports de ses interventions. Je tiens aussi à remercier François Walter, Michel Bertrand et Gabriel Nissim pour les éclairages indispensables et les encouragements prodigués pour une mise en œuvre éclairée de l'appel à la vigilance, si nécessaire en cette période agitée et tourmentée. Un grand merci à Vincent Gaulier, Raphaël Girardot et Philippe Élus, que m'est-il permis d'espérer, pour leur confiance et leur disponibilité lors de cette avant-première d'un nouveau genre. Merci à Éric Mirguet, directeur du pôle Programme et Plaidoyer, pour son animation du débat d'hier et son introduction très complète au programme de plaidoyer pour la défense du droit d'asile. Merci à Zoé Paris, assistante à la coordination du pôle, pour sa présentation et son efficacité. Évidemment, un merci très appuyé à notre équipe féminine de choc qui a préparé cette belle célébration au Temple de l'Étoile. Et merci à notre jeune chantre, aux musiciens et aux techniciens, ne les oublions pas. J'en viens maintenant à des remerciements qui ne sauraient être à la hauteur de ce que nos intervenants nous ont apporté. Merci donc à Gilles Berceville pour nous avoir guidés sur le chemin de la vigilance réciproque. Il nous a incités au dialogue nécessaire, à la reconnaissance des singularités et au témoignage dans l'esprit des béatitudes vécues, sans résignation aucune face au mal, au malheur et à la misère. Il nous a également invités à ne pas idéaliser le passé, mais à se servir de lui pour construire l'aujourd'hui. Merci à Marc Boss de nous avoir permis de voir un peu plus clair dans les nombreuses définitions de la démocratie, en insistant tout particulièrement sur les principes incontournables de la séparation des pouvoirs et de la suprématie du droit. Nous garderons la présentation de la démocratie en tant que pacte de solidarité. Beaucoup de richesses donc à partager et bien des réflexions à mener au sein de nos groupes et de nos communautés. Personnellement, de ces 2 jours, je retiendrai 2 mots essentiels qui auront sous-tendu toutes ces différentes interventions. Vigilance et accueil. 2 termes qui nous interpellent et fondent notre action. Vigilance et interpellation réciproque entre nos communautés ecclésiales et la société dite civile. Accueil de l'autre
visage du tout autre, dans la reconnaissance partagée de nos singularités. Alors, comment concilier ces principes forts avec une histoire de petite bête? Je sens déjà l'impatience de Jean-Marie et de Christian face à cette gageure. Eh bien, tout simplement, en partageant les mots du grand écrivain, ethnologue et conteur malien, Amadou Hampâté-Bâ, le vieillard bibliothèque, comme on l'a surnommé. Il nous invite juste à nous mettre à l'école du caméléon. Je le cite. Le caméléon est un très grand professeur. Regardez-le. Quand il prend une direction, il ne tourne jamais la tête. Faites comme lui. Ayez un objectif dans la vie et que rien ne vous en détourne. Le caméléon ne tourne pas la tête, mais c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, en bas. Cela veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul sur la terre. Quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est d'abord de la tolérance et puis du savoir-vivre. Se heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais rien n'a été construit dans la bagarre. Il faut toujours chercher à comprendre l'autre. Si nous existons, il faut admettre que l'autre existe. Si le caméléon avance, il lève un pied. Il balance. Cela s'appelle de la prudence dans la marche. Pour se déplacer, il accroche sa queue. Ainsi, si ses pieds s'enfoncent, il reste suspendu. Cela s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez donc pas imprudent. Lorsque le caméléon voit une proie, il ne se précipite pas dessus, mais il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener, elle lui ramène. Sinon, il a toujours la possibilité de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez humain. Que voilà une leçon et un projet qui nous parlent. Être patient, être bon. Et surtout, être humain, comme nous l'a bien souligné Olga Lossky dans son intervention. Il ne reste plus qu'à nous mobiliser pour mettre en place la vigilance et faire progresser l'accueil, alors que l'exclusion et le repli sur soi se développent dans nombre de programmes politiques. À nous de maintenir nos exigences d'humanité, de solidarité et donc de fraternité, en restant toujours vigilants et accueillants. Alors, avant de nous quitter, je voulais vous offrir la bénédiction du Seigneur, telle que nous pouvons la trouver dans le livre des Nombres, au chapitre 6, versets 24 à 26, texte que j'ai utilisé pour envoyer mes vœux 2022. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Cette bénédiction m'a été retournée par une personne qui est là et qui se reconnaîtra sous une autre forme. Il s'agit d'une bénédiction irlandaise. Que la route monte à ta rencontre, que le vent soit toujours dans ton dos, que le soleil brille chaudement sur ton visage, la pluie tombe doucement sur tes champs, et jusqu'à nos retrouvailles, que Dieu te garde au creux de sa main. Que le soleil éclaire tes jours, que les étoiles illuminent tes nuits, que les fleurs éclosent le long de ton chemin, que ta maison résiste aux tempêtes, et jusqu'à nos retrouvailles, que Dieu te garde au creux de sa main. Que la route s'ouvre à ton approche, que le vent souffle toujours dans ton dos,
que le soleil inonde et réchauffe ton visage et que Dieu te garde dans la paume de ses mains. Eh bien donc, que Dieu vous garde au creux de ses mains et que la route nous mène vers une prochaine rencontre, enfin, à Autran, au mois de juin. Bon partage dans vos groupes et surtout, gardez-vous bien. Merci.